Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, il va être question de grands guerriers, de musique symphonique et de hautes aventures, puisque nous allons parler de Conan le Barbare. Au-delà de l'imagerie qu'il a contribué à faire émerger au cinéma, à base d'acteurs bodybuildés, de dragons en mousse et de bikini en côte de maille, Conan le Barbare est un film plus complexe qu'il n'y paraît, et qui, sous ses airs de joyeuse bourrinade, nous propose un véritable voyage philosophique vers la liberté. Mais avant de parler du film, revenons sur la genèse du personnage. A l'origine, Conan est un des nombreux personnages issus de l'imagination de Robert Howard. Cet auteur américain, né au début du XXe siècle, va produire, durant sa courte existence, une œuvre d'une importance capitale dans la constitution d'un genre alors naissant, la fantasy. Fils de médecin établi dans un bled du Texas, il commence à écrire très jeune et voit ses nouvelles publiées dans le magazine pulp Weird Tales. Et figurez-vous que c'est dans ce périodique que paraissaient également les récits de Lovecraft. S'il met fin à ses jours alors qu'il n'a que 30 ans, Howard n'en reste pas moins un auteur prolixe, comptant parmi ses créations des personnages aussi célèbres que Solomon Kane, Cthulhu ou Conan. Si ces nouvelles sont appréciées des lecteurs de Weird Tales de son vivant, c'est dans les années 60 que ces récits deviennent vraiment populaires, notamment au sein de la jeunesse alors avide de contre-culture. La décennie suivante voit la bande dessinée s'inspirer de l'œuvre de Howard, notamment à travers le comics publié chez Marvel. Plus largement, l'imagerie issue des histoires de l'auteur texan est également popularisée par les dessins de Frazetta ou les publications de Métal Hurlant. Les mythes howardiens commencent à irriguer toutes les couches de la culture populaire. En 1973, Edward Pressman acquiert les droits pour une adaptation cinématographique du personnage le plus célèbre de la mythologie howardienne. Mais le producteur ne parvient pas à vendre son film et ni les financeurs ni les réalisateurs approchés n'acceptent de participer au projet. We spent a lot of time talking with different directors. We talked to Alan Parker. We spent a lot of time with Ridley Scott. And I remember being in London, and I think Ridley or one of the directors we hoped would do it turned us down, and we were sitting there totally dismayed. Pourtant, en 1977 sort un petit film dont le succès va remanier pas mal de cartes à Hollywood. En effet, à la suite du méga carton de Star Wars, les studios sont en quête d'univers exotiques et d'histoires hautes en couleurs pour capter ce nouveau marché. Le monde de Howard semble coller parfaitement à ce que cherche le public de l'époque. Après des années de production chaotique, Pressman finira d'ailleurs par jeter l'éponge et revend les droits au producteur italien Dino De Laurentiis. Le projet est finalement confié à John Milius, qui pose comme condition la possibilité de retravailler le scénario en profondeur. En effet, le dernier script en date a été écrit par Oliver Stone et le résultat est des plus baroques, à base de futurs post-apocalyptiques et d'armées de mutants. I was into DNA cloning and all that stuff a long time ago. And it made sense, right? I never was able to realize it on film, that vision. I saw armies of 50,000 mutants coming at each other, you know. Milius opère donc un retour aux sources howardiennes et à son monde préhistorique plein de barbares et de civilisations oubliées. Au niveau de l'histoire, le film ne reprend aucune des nouvelles originales, mais s'inspire d'éléments divers piochés à droite et à gauche, comme par exemple Valeria, très inspirée par l'héroïne de la Reine de la Côte Noire. Cependant, Conan le Barbare est avant tout un film de John Milius. De la même génération que d'autres barbus ayant fait leur trou dans le nouvel Hollywood, il fait ses études aux côtés de George Lucas et de Basil Poledouris, qui composera d'ailleurs l'incroyable bande originale de Conan. Mais plus que la réalisation, c'est dans l'écriture que Milius excelle. Doté d'un sens inné de la structure et de la punchline, il compte parmi ses principaux faits d'armes Apocalypse Now, I love the smell of napalm in the morning. l'inspecteur Harry, Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off. You've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? ou Jeremiah Johnson. John Milius était et demeure un personnage à part dans le paysage hollywoodien, notamment pour ses idées politiques assez droitières dans un milieu plutôt démocrate. Se définissant lui-même comme un nazi zen, un conservateur pro-armes ou un romantique révolutionnaire, il aime à jouer de cette image de mauvais garçon politiquement incorrect. Les thèmes qui lui sont chers, comme la violence, l'individualisme ou les armes, se retrouvent tout au long de son œuvre, et Conan ne déroge pas à la règle. Pensé par Milius comme le premier volume d'une trilogie abordant à chaque opus une thématique différente, le thème central de Conan le Barbare est la force. Ce sujet imprègne le film avant même le début du tournage. Par exemple, les acteurs sont choisis avant tout pour leur capacité athlétique.
Les 3 héros sont des sportifs de haut niveau et sont soumis à un entraînement intensif. Équitation, gymnastique, escrime japonaise, Milius veut faire d'eux des guerriers complets pour que leurs mouvements, même hors des scènes de combat, soient le plus réalistes possible. Pour le spectateur, la force comme thème central apparaît dès le générique en lettres d'acier et place le film sous le haut patronage de Nietzsche avec la célèbre citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Cette phrase indique la manière dont le personnage principal va, au fil des défaites, gagner la force nécessaire pour se libérer définitivement de sa condition d'esclave et devenir un surhomme. Alors petit aparté philo. Dans l'œuvre de Nietzsche, philosophe allemand de la fin du 19e siècle, le surhomme, ou Übermensch en allemand, est un individu parfaitement libre, qui n'est plus entravé par la norme ou la morale. Dégagé des carcans imposés par la religion, l'État ou la société, il se place au-dessus du reste de l'humanité. Il est important de souligner que ce surhomme n'a aucune connotation raciale, même si les fascistes ont pu se servir des écrits de Nietzsche comme caution morale. Nazis. I hate these guys. Dans Ainsi parlait Zarathustra, le philosophe utilise une métaphore pour expliquer les différentes étapes qui doivent être traversées pour devenir libre. L'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants, tel le chameau qui sitôt chargé se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. Donc au premier stade, l'homme est un chameau, il écoute celui qui lui dit « tu dois ». Comme Conan poussant sa roue, tuant ou se reproduisant pour son maître, l'esprit du chameau ne fait que se charger. Il prend tous les fardeaux sans rechigner à la tâche, il apprend et se charge des valeurs et des règles d'autrui. Bon, j'imagine que tout le monde ici connaît cette réplique. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. Eh bien, il n'illustre pas ce que pense Conan. Il ne fait que répéter ce qui lui a été inculqué. Mais la force de Conan finit par croître, à tel point qu'elle effraie son maître qui le libère. Il n'est pourtant qu'une proie à la merci des prédateurs avant d'opérer sa première renaissance. Mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion, il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Conan s'est donc débarrassé du chameau. Il est désormais à la recherche de celui qui l'a asservi et tué sa mère, car le lion est avant tout une force d'opposition. Il cherche ici son dernier maître, il veut être l'ennemi de ce maître comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Mais avant d'y parvenir, le barbare va devoir se confronter à la société. Car s'il est un thème proprement howardien et parfaitement repris dans le film de Milius, c'est celui de la place de l'homme à cheval entre la barbarie et la civilisation. Howard a d'ailleurs eu des débats passionnés à ce sujet avec Lovecraft, le Texan prenant parti pour les barbares, tandis que l'érudit de Providence se prononçait pour la supériorité des civilisations. Mais malgré cette opposition, tous deux s'accordent sur la mort prochaine et inévitable de ces dernières. Milius partage d'ailleurs avec le créateur de Conan cette position hautement sceptique envers les civilisations. Car le concept de barbare a tout au long de l'histoire servi à représenter des réalités très différentes. Il est d'abord l'étranger parlant une autre langue pour les Grecs et les Romains, puis le païen pour les chrétiens du Moyen-Âge, mais il ne devient une brute sanguinaire et cruelle qu'à partir des Lumières et de la Révolution française. Mais le barbare peut être également perçu comme un être positif. Le concept de la barbarie en tant que force régénératrice d'une société décadente existe depuis l'Antiquité, car il est une force brute, incapable de canaliser ses pulsions, mais qui n'a pas été encore pervertie par la civilisation décadente. Ainsi, dans le film de Milius comme dans les nouvelles d'Howard, l'histoire prend place dans un monde où l'espace occupé par l'homme est très limité et où les anciennes cultures ne sont plus visibles qu'à l'état de ruines ou de simulacres. Ce conflit est d'ailleurs un des enjeux centraux de l'histoire. La volonté de vengeance de Conan contre Thulsa-Doom illustre le conflit entre la force brute du barbare et le raffinement cruel du civilisé. On peut mettre en parallèle les discussions amusées de Subotai et Conan sur la puissance de leurs divinités respectives et la violence des adorateurs du serpent. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night. Car les villes, temples, industries et autres constructions humaines sont des lieux d'aliénation, de souffrance et de mort. Does it always smell like this? How does the wind ever get in here? Dans les villes, le cimérien est balourd, oisif ou même carrément bourré. Ce n'est que lorsqu'il entre en conflit direct avec l'ordre des cités, par le vol ou la destruction, que Conan peut se sentir à l'aise entre les murs de pierre. Des murs qui résistent d'ailleurs rarement à son passage. Et c'est d'ailleurs en essayant de se faire passer pour un civilisé, un pèlerin à dos de chameau, qu'il se fait capturer. Il ne doit sa survie qu'à son retour dans la nature sauvage où il retrouve son instinct et ses compagnons. Les grands espaces, les grands extérieurs sont des portes ouvertes vers la liberté.
C'est lorsqu'il parvient à attirer l'ennemi sur son terrain, où il peut développer pleinement ses qualités comme la force brute ou la ruse, qu'il peut vaincre une armée. Dans le fameux monologue de Conan, il rejette d'ailleurs la morale et son dieu pour ne garder que la force et le courage. Crom, I've never prayed you before. I have no tongue for it. No one, not even you, will remember if we were good men or bad, why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Balor pleases you, Crom. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Une fois cette armée vaincue, Conan peut enfin se présenter face à Thulsadum, celui qui en tuant sa mère et son peuple des années plus tôt ont fait du Cimérien ce qu'il est devenu. Mais de la même manière qu'il a brisé l'épée de son père pour vaincre le général de Thulsadum, le barbare décapite son créateur. Plus que son père ou son ennemi, c'est un dieu qui est tué en haut des marches du temple. En témoigne la très belle scène où les torches des fidèles sont jetées une à une dans l'eau, comme autant d'âmes ayant renoncé à la foi sous le regard pensif du déicide. En accomplissant la célèbre phrase de Nietzsche « Dieu est mort », le barbare s'est libéré de ses derniers liens et accède enfin à la qualité de surhomme. Après toutes ces épreuves, Conan n'est plus un chameau, ni un lion, ni un barbare. Il est un enfant méditant sur toutes les possibilités qui lui sont offertes. Sans aucune autre contrainte que sa volonté, il est déjà conquérant, roi, ermite. Pour ce qui est de la postérité du film, il marque avec le Excalibur de John Borman sorti un an plus tôt, le coup d'envoi de la vague de fantasy des années 80. Celle-ci donnera quelques chefs-d'œuvre comme Dark Crystal, mais aussi des palettes entières de films parfaitement oubliables, allant des navets italiens, aux grosses productions américaines comme le catastrophique Krull. Comme nous l'avons dit précédemment, Milius souhaitait faire de Conan une trilogie où chaque opus devait aborder une thématique différente. La force, la maîtrise et la responsabilité. Les relations exécrables qu'il entretient avec De Laurentiis en décideront autrement. Milius est débarqué de la franchise, celle-ci prenant alors une tournure plus familiale sous la caméra de Richard Fletcher. Mais en un seul film, Milius est parvenu à donner une vision très personnelle sur une figure mythique, le barbare. En mêlant la mythologie de Howard avec sa grande culture classique, son amour des armes et sa passion pour les civilisations antiques, il a fait du parcours de Conan celui d'un homme brisé par la civilisation qui cherche à regagner sa liberté. Mais ce n'est pas cette image qui va le plus marquer les esprits. En mettant sur le devant de la scène un jeune bodybuilder autrichien, Milius est à l'origine de l'émergence d'une des plus fascinantes idoles du cinéma de la fin du XXe siècle. Autrement dit, en plus de livrer sa version d'un mythe ancien, Milius va en créer un nouveau, Arnold Schwarzenegger. This story shall also be told.